Donc je le disais, la culture data en entreprise, c'est pas si évident que ça finalement. De perfuser cette culture de la donnée. La donnée, on en parle beaucoup, ce sont des patrimoines de data qui sont un peu dilués, diffuses aujourd'hui dans différents services. Et c'est avec trois invités EES que j'ai le plaisir de commencer ces Transformation Talks. Bienvenue à toutes, mesdames. C'est un plaisir de vous recevoir. Il n'y a pas beaucoup d'hommes cette fois sur le plateau, mais c'est la vie, c'est aussi ça la parité, je crois. À mes côtés, Agnès Roquefort. Bonjour Agnès, bienvenue à vous. Bonjour Marion. Vous êtes Senior VP Digital Strategy and Data, j'espère que je le dis bien. Parfait. Vous travaillez au sein du grand groupe Accor aujourd'hui, qui est dirigé aujourd'hui par Sébastien Bazin, que j'ai croisé il y a quelques jours d'ailleurs, qui était un grand soutien de l'association des déterminés d'ailleurs. On parlera de science, mais il les soutient et c'est très très bien. À vos côtés également, j'ai le plaisir d'accueillir Adeline Bernary. Bonjour Adeline. Bonjour. Vous travaillez chez Safran Analytics et votre rôle c'est En un mot, c'est d'accompagner la transformation et la conduite du changement sur les sujets data et analytics. Exactement, donc vous êtes pile au cœur du sujet. Et puis Charlotte, bonjour Charlotte Pierron-Perle, vous êtes Executive VP Head of Insight Driven Enterprise. J'espère bien prononcer votre titre. C'est parfait. Chez Capgemini Invent. Qui est un grand partenaire évidemment historique de NetExplo chaque année. Merci à vous d'être là. Alors, la culture data, pardon d'être un peu simpliste, mais je crois que c'est bien de reposer les choses. Qu'est-ce que c'est la culture data pour chacune d'entre vous? Agnès? Alors, je vais tomber à la définition basique, mais ce qu'on aimerait quand on parle de culture data dans une entreprise, et particulièrement dans un grand groupe qui n'est pas data native et digital native, c'est de prendre des décisions stratégiques en s'appuyant sur la donnée. Et je ne dirais pas que sur la donnée, mais en s'appuyant et en partant de la donnée. Ça, c'est l'idéal. Maintenant, ça ne se fait pas comme ça. Et donc, il y a des conditions qui sont clés, qui sont nécessaires. Et du coup, quand on parle de culture data, moi, j'y mettrais 5 choses. La première, c'est l'accès à la donnée, parce que par le passé, la donnée elle était souvent verrouillée dans un coffre-fort bien gardé. On va en parler un peu après. Donc ça, c'est essentiel et c'est la fondation pour permettre à la culture data. La deuxième chose, c'est la qualité de la donnée. Et là aussi, ça paraît être une tarte à la crème, mais c'est encore un gros sujet pour pouvoir diffuser correctement la culture de la donnée. La création de valeur. Sinon, la data, ça devient un très gros coût, très lourd pour les entreprises. Il faut savoir créer de la valeur. L'humain et la tech. Et l'humain est particulièrement important. Et je pense qu'on en parlera avec vous, mais c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça se diffuse. Et c'est comme ça que ça s'insuffle dans l'entreprise. Pour vous, Adeline, la culture data, c'est quoi? Le partage, l'intelligence collective? Alors, nécessairement, je crois que on l'a vu dans l'introduction tout à l'heure, l'humain est au cœur. Oui. Peut-être pour compléter, je dirais que pour moi, c'est le développement d'une conscience. Une conscience à la fois des enjeux pour l'entreprise, pour sa propre organisation, que ce soit un département, que ce soit pour le métier. C'est aussi, et je crois surtout, le développement d'une conscience d'appartenir à un écosystème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je travaille au service des autres et je bénéficie du fruit du travail des autres. Pour moi, il n'y a pas de culture data sans collaboration. Et pour vous, Charlotte? En capitalisant sur vos réponses, je pense qu'il y a 3 aspects. Comprendre ce qu'est une donnée par rapport à un patrimoine informationnel. Et on voit que là, on a des enjeux d'agrégation, de mise en qualité. Bien comprendre les usages et la valeur projetée d'une donnée. Il n'y a pas de culture data s'il n'y a pas de valeur, et vous en parliez en introduction. Et le troisième aspect qui est de travailler sur le quoi et la valeur, mais de travailler sur le comment. Et d'être en capacité d'organiser toutes les conditions d'exploitation et de partage de cette donnée. Puis le dernier aspect peut-être, il n'y a pas de culture s'il n'y a pas de partage. Et donc c'est d'organiser ces conditions de compréhension de la valeur mutuelle de cette donnée dans un écosystème d'entreprise ou d'une chaîne de valeur. Alors on va revenir justement sur chacune de vos approches d'ailleurs, puisque c'est clairement au cœur de votre métier de tous les jours, d'insuffler cette culture, d'avoir des approches, et j'aimerais vous sonder sur vos approches justement. Avant ça, j'aimerais aussi, pardon d'être à nouveau simpliste, mais je crois que c'est bien de revenir au basique. On parle de quel type de données qui sont stratégiques pour l'entreprise, celle qui a une valeur, celle qui peut être monétisable, celle qui peut créer des leviers de croissance. Agnès?
Alors nous, on a deux types de valeurs, deux types de data. La première, c'est la donnée des hôtels. Et quelque part, je reviendrai dessus, c'est comme ça qu'est née la data dans l'hôtellerie. Et puis évidemment, la donnée client. Si je reviens sur la donnée hôtel, c'est mieux connu dans l'aérien sous la forme de yield management. Oui. C'est la capacité à analyser la donnée et à prendre des décisions sur le remplissage, en l'occurrence des hôtels, sur leur prix. C'est comme ça qu'est née la donnée et l'analyse avancée dans l'hôtellerie chez Accor. Et puis évidemment, il y a la donnée client qui est extrêmement précieuse. Sur laquelle vous avez beaucoup investi, m'a dit votre patron Sébastien Oui, Bazin, bien il y a sûr, quelques jours. c'est la Vous clé avez mis de les demain. moyens pour... C'est important de comprendre nos clients et d'avoir leur consentement. Et évidemment, on évolue dans le cadre de la RGPD et c'est extrêmement important qu'on montre à nos clients qu'on est justement data éco-responsable, qu'on se soucie de leurs données, qu'on la traite au mieux. Mais en effet, c'est clé pour être capable de personnaliser une expérience dans les hôtels, de mieux les comprendre, de faire des recommandations de destination, de les aider à rêver. Donc je dirais que c'est ces deux types de données. Hôtel sur la performance, sur le chiffre d'affaires, et client sur la donnée client pour mieux les comprendre et mieux les servir. La data chez Safran, c'est quoi ? Alors peut-être avant de venir sur la data chez Safran, j'aimerais juste qu'on pose quelque chose qui est important pour moi, qui est la donnée intrinsèquement, elle n'a pas de valeur. Et un gros volume de données, qui plus est, elle n'a pas plus de valeur. À mon avis, ce qu'il faut retenir et qu'on verra avec vous, c'est que c'est l'usage qu'on fait de la donnée qui est important. Et c'est le cas d'usage qui va déterminer la valeur des données. Donc la valeur, en fait, vous dites que la donnée brute, c'est-à-dire, je ne sais pas, par exemple la localisation d'une personne qui arrive dans un hôtel, qui y va souvent, en tant que telle, ça n'a pas de valeur. Par contre, son expérience, ses modes de consommation autour de cette expérience, etc., ça a de la valeur, c'est ça? Exactement. Je prends l'exemple, nous avons tout un compte LinkedIn. Et si je vous pose la question, quelles sont les données dans les données que vous avez complétées, quelle serait la valeur que vous leur donneriez? A priori, comme ça, aucune. Sauf que des entreprises exploitent ces données. Elles les valorisent au sein de cas d'usage très précis. Typiquement la veille stratégique, par exemple. Donc on voit que finalement, ce n'est pas tant la donnée seule qui est importante, mais c'est l'usage qui en est fait. Pour Safran, pour donner un exemple très concret, nous exploitons des données de vol, nous les croisons avec des données météo, avec des données pollution, par exemple, et ça nous permet de beaucoup mieux comprendre l'usage de nos équipements et d'adapter la maintenance, par exemple, en bout de chaîne. Effectivement, équipementier aéronautique évidemment. Et pour vous, la donnée, quelle est-elle? Celle que vous, dans le cadre de l'accompagnement de vos clients, puisqu'on sait que Capgemini, je vais y arriver, est un accompagnant de grandes entreprises ou d'industries, justement dans leur logique de création de valeur, fourniture de services. Je replace un tout petit peu, en vulgarisant un peu. Mais pour vous, la question est aussi pertinente. Oui, complètement. Dans la démarche d'accompagnement de ces grandes entreprises, en essayant de projeter, de se donner les bonnes priorités stratégiques, les bonnes priorités de feuille de route, on se pose cette question ensemble de quelles sont finalement les bonnes data exploitées. Je vous rejoins sur le fait que la donnée va avoir de la valeur uniquement dans le cadre d'usages projetés. Donc dans l'absolu, toutes les données de l'entreprise peuvent avoir de la valeur pour un usage en tant que tel. Ce qu'on a tendance à omettre, c'est que la valeur qui est générée par un métier de l'entreprise donné peut finalement avoir peu de valeur pour elle seule. Je reprends un exemple, et beaucoup de valeur pour son voisin. Si on reste dans le monde de l'aéro et qu'on regarde les questions de tests et de simulation, de tests d'un avion avant d'en faire la livraison à son client final. Il y a finalement tout un tas de data pour apprécier la qualité de ce test qui vont être repiochés dans toutes les phases d'avant, d'engineering, de supply chain, de manufacturing, et qui, à l'aune de cet exemple de simulation de test avion, vont avoir extrêmement de valeur dans ce cadre-là, qui est pourtant une donnée d'engineering qui, en tant que telle, est une donnée classique. Oui, c'est ça. Ça, c'est un premier cadre. Donc, il y a beaucoup de valeur aux intersections, comme dans la vie, des différentes directions métiers et ne pas penser ces données en silo. Deuxième aspect, une entreprise interagit sur une chaîne de valeur qui est plus ou moins intégrée. On voit qu'il y a aujourd'hui énormément de valeur à la croisée de plusieurs métiers. Les fabricants d'auto et les assureurs. Et on a énormément d'exemples de la sorte. Donc il faut aussi être en capacité de projeter la valeur de ces usages à l'aune des chaînes de valeur existantes et des nouveaux business models. Et c'est comme ça qu'on accompagne aussi nos clients dans les transformations qu'ils mènent pour eux ou dans le cadre de nouveaux business. Alors on a commencé avec un mot. Ceux qui nous écoutent, ça ne leur a pas échappé, l'humain.
Comment relier cet enjeu de l'humain et de la data? En fait, on ne va pas se mentir, aujourd'hui, ce que vous dites, c'est-à-dire que la donnée, et ce que vous dites aussi, la donnée n'est pertinente que si elle est partagée, oui, mais il y a des freins. Ce n'est pas simple, évidemment, de partager son périmètre avec d'autres business units, sans doute. Quels sont aujourd'hui à la fois vos constats dans vos métiers de tous les jours là-dessus, les freins qu'il y a aujourd'hui qui persistent, et évidemment, question suivante, c'est comment finalement on lève ces freins-là, quelles sont vos approches à chacune d'entre vous pour justement dire aux équipes, allez, là, il y a un plan d'action, une stratégie, je t'assure, ça va être bien, on va y arriver, et derrière, tu vas voir, ça va donner un truc super. Comment pour vous, Agnès? Je dirais, il y a deux choses importantes dans ce que vous dites, Marion. La première chose, c'est évidemment, on y pense tout de suite, c'est la formation. C'est clair que quand on parle data, tout de suite, il y a quand même, on pense à data science, on pense à intelligence artificielle. Ouais. À la fois, ça excite, mais ça fait peur. Moi, je ne viens pas de ce monde-là. Donc, déjà, la partie formation, donner confiance, évidemment, tout le monde ne deviendra pas data scientist demain, et ce n'est pas le but. Mais finalement, c'est très, très accessible. Et justement, je salue là, le travail de NetExplo qui démocratise, mais ils ne sont pas les seuls. C'est désormais en train de considérablement se démocratiser. Il y a des initiatives formidables pour vraiment élever les gens, les former à différents niveaux, parfois pour devenir des super data scientists, mais ne serait-ce que pour ne plus appréhender et y aller et se sentir exclu finalement d'un sujet qu'ils ne maîtrisent pas. Quoi. Voilà, mais je pense que les choses qui se passent en ce moment sont absolument géniales et formidables pour dire, trouvez votre bon niveau, votre bonne formation, mais c'est accessible à tous et allez-y. Et ça, c'est essentiel. C'est bien de spécialiser les super experts data, mais c'est super important également de bien former les managers pour qu'ils comprennent ce qu'ils pourraient en tirer eux et pour qu'ils y aillent naturellement, justement pour qu'ils aillent vers la culture data dont on parlait. Et puis l'autre chose, je dirais, sur l'humain, c'est en entreprise, c'est génial d'avoir des data office, des chief data officers, etc. Mais l'inconvénient qu'on peut y trouver, c'est de se dire, moi j'ai un problème data, c'est ton problème. Or, justement, la data, c'est un enjeu de tout le monde, sur toute la chaîne et de bout en bout. Souvent, les métiers veulent que ça aille vite. Je veux mon analyse, je veux qu'elle soit super belle, etc. Et donc, ne se soucient pas de comment leur arrive la donnée. Et donc, il y a une sorte d'éco-responsabilité, de co-responsabilité sur toute la chaîne si vous voulez pouvoir créer de la valeur. Il faut aussi que vous participiez à l'amont de la chaîne, à faire en sorte que vos utilisateurs ce souci de la qualité de la donnée, ce souci de la protéger vis-à-vis du client, il faut que les choses soient très très claires. Donc le métier et les experts sont clés à la réussite. Sans ça, c'est un métier d'expert ou c'est une data extrêmement basique. Mais ça veut dire quoi, question à vous toutes, dans le concret, on demande aux gens de faire plus qu'avant, de faire différemment d'avant. Comment ça se traduit finalement, penser data pour un ingénieur, un expert comptable, un directeur financier, une assistante de direction? Moi, je me pose la question comme ça. Alors, pour répondre à cette question-là, je crois qu'il y a, on peut avoir, c'est une combinaison d'approches. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est très inspirationnelle, faire comprendre les enjeux, et je crois qu'elle doit être complétée très très vite par du faire. Vraiment de mettre les mains dans le cambouis. C'est tangible. Et ça doit être fait, comme vous le disiez, à la fois les métiers de la data et les métiers opérationnels. Et c'est la combinaison des deux, en fait, alors, au sein de projets. Et c'est de se confronter à la réalité de la qualité des données, la qualité de l'accès aux données, qui fait que les gens grandissent, franchissent les étapes et ils sont satisfaits à la fin et voient le potentiel qui s'ouvre. Et ces personnes-là, elles sont transformées de l'intérieur. On ne peut être transformé que quand on fait. Et derrière, ces personnes deviennent des ambassadeurs qui vont rayonner dans l'organisation et planter des graines et aussi les alimenter pour qu'elles grandissent, je dirais. Du côté de Capgemini, pareil, la méthode, c'est quoi pour justement faire perfuser cette fameuse culture et faire que tout fonctionne à peu près bien? On essaye. Il n'y a pas une seule recette magique, plutôt les logiques de combinatoire. Je rejoins mes camarades sur la question de l'expérimentation.
On peut parler de la donnée comme un livre, sauf que la réalité fait que ça va beaucoup plus vite, comme dans tout, quand on pratique, quand on expérimente, quand les questions qu'on se pose deviennent très concrètes entre un DPO, une représentante ou un représentant d'une direction métier, la direction de l'IT, du digital, que chacun a sa place là-dedans, dans la réalisation, le traitement de la donnée, son acquisition et la réalisation d'un projet pour un usage donné. Donc expérimenter tout de suite, très vite, même si on est encore en train de fixer les priorités de cas d'usage et le retour sur investissement. Deuxième aspect, travailler sur les conditions du passage à l'échelle dès le premier jour. C'est bien d'essayer des choses, d'expérimenter des trucs, sauf que tout ça aura de la valeur que si c'est transcrit dans des systèmes et qu'on sait en avoir un usage industriel. Et ça, on a beau se le dire, force est de constater que ça vient souvent après, et le après est effectivement... pour souvent de très bonnes raisons, et sans que ces entreprises ménagent leurs efforts, mais ça vient après pour des questions d'alignement stratégique, de mobilisation de capitaux. Mais penser passage à l'échelle, et là on retombe sur des questions de gouvernance, de funding, de questions de technologie, de plateforme et de moyens humains avec des gens qui savent faire ou des gens qu'on apprend, qu'on aide à savoir faire. Sur la question du financement, je m'y arrête un instant. Souvent, on a des directions métiers, des directions du digital et de la data et un IT. Chacun va jouer un rôle important. Peu d'entreprises sont prêtes à faire collaborer dès le premier jour l'ensemble de cet écosystème interne qui est pourtant juste indispensable. Donc fixer cette gouvernance et choisir en conscience la façon dont les premières initiatives vont être financées, quitte à ce que ce mode de financement évolue. Des directions métiers qui vont avoir des enjeux budgétaires, des enjeux de ROI, souvent un budget qui est déjà fixé dans l'année, pas forcément les moyens d'investir sur le premier flagship, mais pour autant qui va être la façon d'amorcer la pompe. Donc donner un moment dans l'entreprise, les moyens, une direction quelle qu'elle soit, de prendre ses premiers paris. Donner les moyens très tôt à l'IT, de savoir prendre la suite pour opérer, gérer tout ce qu'on appelle run, autour de ces produits qui vont être développés très vite et de façon très courte. Et là, on rentre dans des logiques de collaboration sans opposer les enjeux et les budgets de ces différentes directions. Il nous reste une petite minute pour terminer cette discussion, ça passe très vite. Hein. J'avais prévenu. Il faut une impulsion d'un CEO pour que ça fonctionne et qu'on arrive à des résultats concrets et forts pour l'entreprise, encore une fois. Obligatoire. Obligatoirement. Obligatoire. Messieurs les CEO. Mesdames. Et mesdames, évidemment. Mesdames. Mais bien sûr, mesdames et messieurs les CEO. Oui, on est d'accord. C'est des gros investissements, c'est des grosses mises de départ. Vous parlez de ROI, mais avant, il faut investir malheureusement sans trop regarder les retours sur investissement immédiat. C'est des gros investissements, c'est sûr. Ouais. Chez vous aussi ? Complètement. Ouais. Et quelque part, pour moi, il y a effectivement l'impulsion en haut et qui doit permettre à l'impulsion du bas de se rejoindre. Parce que je pense que tous les collaborateurs ont énormément d'énergie, beaucoup ont compris les enjeux, mais à un moment donné, il faut que ça se rejoigne. Avec le Chief Data Officer au milieu, celui qui aujourd'hui presque remplace un peu le Chief Digital Officer, c'est comme ça qu'on peut le percevoir. Je ne sais pas si c'est compatible, mais... Pourquoi pas ? J'ai envie de dire oui, et en même temps, chaque organisation doit s'organiser comme elle le ressent. Pour moi, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de standard, c'est ça que vous dites ? Pas de modèle qui fonctionne, sinon on le saurait déjà, quoi. Je pense, oui. Ouais. Sponsorship à tous les étages en partant du haut. Et on a beaucoup parlé du fait de travailler des usages data. On a un peu moins parlé de l'adoption. On peut fabriquer des objets super avec beaucoup d'intelligence. Si on ne travaille pas sur les moyens d'adoption de ces solutions par les clients finaux ou usagers internes, ça ne fonctionne pas et in fine, on n'a pas de ROI malgré le sponsorship. Merci beaucoup, mesdames, d'être venues sur ce plateau féminin. Néanmoins, il faut le souligner, chacune représentant vos compagnies Accor, Safran Analytics et Capgemini Invent, qu'on retrouvera un peu plus tard aussi. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci Marion, merci. À bientôt. Merci. Alors, on va poursuivre évidemment, vous le savez, Transformation Talks, c'est vraiment une percée dans les problématiques de transformation par l'innovation. Et vous le savez, et Thierry App l'a dit en introduction, cette année, il n'est pas question de parler seulement d'innovation, mais aussi d'éco-responsabilité, comment faire mieux avec les ressources qui nous environnent et qui sont évidemment de plus en plus rares. Et c'est justement de la R&D dont on va parler, mais une R&D écologique et connectée, R&D écologique et connectée. C'est le thème de la table ronde juste après ce jingle.